Salut à vous, salut à tous. J'espère que vous allez très bien. Désolé pour le retard, j'ai un peu occupé et j'ai pas pu me libérer avant quelques minutes. Donc, désolé pour le retard. Il y a beaucoup de sujets dont on n'a pas déjà couvert sur la chaîne, des raisons d'occupation et parfois on manque le temps de continuer à faire ce qu'on a commencé à faire, bien qu'en période pareille, on a grand besoin de se soutenir, on a grand besoin d'informations parce que l'information est capitale en cette période-ci. En cette période-ci, celui qui a l'information peut mieux anticiper et peut mieux gérer son portefeuille. Hormis de cela, il y a également des stratégies dont on partageait sur la chaîne et dont on a un peu arrêté parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets qu'on est en train de couvrir, beaucoup d'autres choses qu'on est en train de mettre en place, beaucoup d'autres choses qu'on est en train de mettre sur pied. C'est ce qui me prend un peu beaucoup de temps maintenant. Donc, revenons sur l'actualité et parlons de quelques raisons pour lesquelles le monde de l'écosystème des crypto-monnaies est aujourd'hui en rouge. Même si aujourd'hui on a un peu quelques lueurs de vert, on est un peu en train de repartir, mais majoritairement, qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de tout cela? Vous savez déjà tous, pour ceux qui arrivent dans les crypto-monnaies maintenant, ils vont beaucoup entendre parler de Sam Bankman-Fried, Sam Bankman-Fried, Sam Bankman-Fried. Ce nom revient un peu de partout et aussi avec Binance qui est aussi cité dans cette affaire, dans cette histoire. Eh bien, pour ceux qui ne savent pas qui est Sam Bankman-Fried, c'est une personne qui était à la base un ingénieur informaticien, donc qui développait des applications, des logiciels. Et quand le Bitcoin a donc commencé à se lancer et a commencé à être tradé dans différents pays, il a vu une opportunité d'arbitrage. L'arbitrage, pour ceux qui ne savent pas l'arbitrage, c'est il y a le macabo qui se vend ici dans un quartier, ça se vend à 1000 francs le seau, alors que dans un autre quartier, ça se vend à 1100 francs le seau. Voilà une opportunité d'arbitrage. Vous pouvez acheter à 1000 francs dans un quartier et aller revendre dans un autre quartier à 1100 francs et vous faire 100 francs en faisant cette transaction-là. Donc, voilà ce qu'on appelle donc de l'arbitrage. Et Sam Bankman-Fried, à l'époque, là, il y avait une bonne disparité entre les prix des crypto-monnaies dans différents exchanges. Du côté du Japon, le prix était différent du côté des États-Unis, qui était différent. Bref, dans les pays, c'était différent. Donc, il y avait la possibilité d'acheter là où c'est moins cher et de revendre là où c'était cher. Et voilà comment Sam Bankman-Fried a fait sa fortune. Et il a maintenant créé la plateforme FTX avec le futur, beaucoup plus axé sur le trading futur. Le trading futur, c'est un type de trading où on n'a pas besoin d'avoir la totalité de ce qu'on veut utiliser pour trader. Je peux trader avec 1000 francs en possédant seulement 100 francs, en utilisant un effet de levier de fois 10. Donc, je m'expose avec 10 fois de volatilité du marché, par exemple. Donc, cette plateforme-là, elle a créé son propre token FTT. Et le token FTT est un token qui est un peu comme le BNB à la base. Le BNB à la base, c'était pour permettre de réduire les frais de transaction. Quand vous êtes dans un écosystème, on va créer une crypto-monnaie adossée à cet écosystème pour faire une certaine économie à l'intérieur. Mais parfois, ce n'est pas toujours une bonne chose parce qu'on va voir par la suite comment est-ce que ça peut plomber une économie. Et on a déjà un peu essayé d'expliquer ça avec les tokens des exchanges. S'il n'y a pas de réelle utilité d'une crypto-monnaie, ben c'est clair que la crypto-monnaie peut disparaître. Mais quelle est l'utilité qu'on a vraiment avec une crypto-monnaie qui est dans un... Ils vont acheter simplement pour réduire les frais de transaction. Et parfois, certains déposent la crypto-monnaie là-bas et ils ne vont même pas trader. Donc, il n'y aura pas une réelle économie, une réelle utilisation de ces crypto-monnaies-là. Il n'y aura pas, hors de cet écosystème, ça n'aura pas d'utilité. C'est la raison pour laquelle BNB, le Binance, ils ont essayé de donner d'autres possibilités à leur token. Ils ont créé la blockchain et il y a maintenant une autre économie qui s'est créée au-dessus de leur blockchain en donnant de l'utilité et en faisant en sorte qu'on ait besoin de leur token. Voilà la raison pour laquelle les crypto-monnaies comme le BNB sont beaucoup en grosse demande. Donc, ça, c'est un exemple, une exception parmi les tokens des exchanges parce que BNB sort de cette catégorie de tokens d'exchange où ce n'est utile que dans leur propre écosystème. Mais FTT ne sort pas de cette catégorie-là. Ça reste dans cette catégorie parce qu'ils n'ont pas de blockchain. Et alors, la seule possibilité d'utiliser les FTT, c'est dans l'écosystème. Et comme on veut donc faire en sorte que
il y a une grosse possibilité d'utilisation du token. On va donc mettre les tokens à disposition sur d'autres plateformes et faire ce qu'on appelle du market making. Le market making, c'est ce qui va vous permettre de faire des transactions dans un exchange centralisé. Et c'est un peu comme la liquidité sur les plateformes décentralisées. S'il n'y a pas de personnes qui sont venues déposer la liquidité sur les plateformes décentralisées, on ne peut pas faire du trading. Et c'est la même chose donc avec les exchanges centralisés. S'il n'y a pas de market making, il n'y aura pas de possibilité de trader la crypto-monnaie. Donc, du coup, FTT va donc pouvoir faire en sorte que pour diversifier un peu l'utilisation de sa crypto-monnaie, on va donc ajouter la liquidité de FTT dans d'autres plateformes. Mais retenez que la crypto-monnaie FTT est créée majoritairement par qui? C'est un exchange, c'est une crypto-monnaie d'un exchange. Et comment est-ce que la crypto-monnaie est créée? La crypto-monnaie peut être créée simplement avec des accords. Ça peut être créé simplement parce qu'il y a un deal qui est fait et on peut créer la crypto-monnaie. Donc, ce n'est pas un mécanisme réel de création comme une blockchain où le mécanisme de création est régi dans le consensus, dans l'algorithme de création de la crypto-monnaie proprement dit. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas créer les BNB, les bitcoins à l'infini. On ne peut pas créer des Ethereum à l'infini. On ne peut pas se lever un beau matin comme ça et on crée certaines crypto-monnaies parce que ça réside dans le code source de la crypto-monnaie. Mais par contre, avec FTT, ce n'est pas le cas. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Sam Bankman-Fried, quand il va se lancer au début, Binance va donc acheter les parts de l'entreprise Sam Bankman-Fried. Et à un moment donné, Sam Bankman-Fried se rend compte que, en fait, pour être autonome, pour être indépendant, il faudrait qu'il coupe la concurrence et qu'il ne dépende plus que la concurrence n'ait pas à prendre les décisions dans son écosystème. Imaginez, vous avez une entreprise et votre concurrent a le droit de vote dans votre entreprise. Du coup, ce n'est pas comme s'il peut faire la concurrence de la loi. Eh bien, s'il voit une loi qui n'est pas à son avantage, il peut clairement faire en sorte que la loi ne passe pas. Donc, du coup, Sam Bankman-Fried, à un moment donné, veut donc que Binance se retire. Et qu'est-ce qui se passe comme deal à cet instant? Ils vont donc reprendre les actions de BNB, de Binance, et donner 2,1 milliards de dollars à BNB, à Binance, et aussi une grande quantité de FTT, qui est donc le token de la plateforme. Voilà comment est-ce que les problèmes commencent un peu, parce que vous savez très bien, quand une personne détient une grande quantité de crypto-monnaies, qu'est-ce qui va se passer? Ces personnes peuvent manipuler le marché. Mais Binance, jusqu'alors, n'avait pas utilisé cette quantité-là, mais avait plutôt utilisé cela dans sa plateforme comme liquidité, donc pour ajouter pour rendre possible le trading de FTT sur sa plateforme. Parce que les market makers, ça peut être des personnes extérieures, ça peut être des entreprises extérieures qui vont peut-être avoir les crypto-monnaies en ce qu'on va appeler les seed rounds. Ils vont avoir les crypto-monnaies et pour ne pas domper le marché, ils vont donc ajouter la liquidité sur les plateformes centralisées en fonction des accords qui vont être passés. Donc, voilà comment le FTT, c'est dans l'écosystème de Binance. Ça, c'est une partie de ce chapitre, de cet épisode. À un moment donné, FTT décide donc de s'étendre, de s'ouvrir et avoir une entreprise de recherche qui va œuvrer dans la recherche et faire un peu ce que d'autres plateformes de yield farming font pour profiter des opportunités du marché. Et c'est comme ça qu'on va créer donc Alameda Research. Vous avez aussi entendu parler d'Alameda Research, bien évidemment. Mais Alameda Research va se créer dans l'optique de saisir les opportunités, d'investir dans des projets vraiment très tôt et de pouvoir utiliser la liquidité qu'il va avoir dans ces projets-là pour offrir des yield farming. Vous voyez très bien qu'on est dans des plateformes décentralisées. Si on couple certaines crypto-monnaies, on va avoir de gros rendements qui seront payés. Et voilà comme ça comment Luna s'est effondré avec les intérêts qu'on avait sur Encore Protocol. Donc, Alameda Research va entrer dans ce canevas-là. Il va acquérir plusieurs crypto-monnaies et on va mettre le FTT en collatéral pour avoir d'autres crypto-monnaies. Ça va permettre à l'entreprise de fonctionner pendant un bon moment, de générer les yields. Quand on va sur des plateformes de Solana, on va avoir les yields avec le FTT qui seront beaucoup élevés. Souvenez-vous très bien à cet instant, on a partagé quelques photos où il y avait des rendements très, très élevés sur la plateforme, sur les plateformes de Solana, avec le FTT qu'on pouvait coupler avec le USDT pour générer beaucoup d'intérêts. Et qui étaient dans les personnes qui bénéficiaient majoritairement de ces intérêts-là? C'était justement Alameda Research
avec les FTT qui ont été donnés par l'entreprise FTX. Donc, si FTX a créé les FTT ex nihilo pour faire partie, pour rendre une économie et profiter des bénéfices, à un moment donné, il faudrait bien que on justifie d'où vient cet argent. Et voilà donc comment ils vont s'endetter à un moment donné pour pouvoir fournir de la liquidité et continuer d'exercer. Mais il arrive un moment donné où la crypto-monnaie, la majeure partie des crypto-monnaies, des projets dans lesquels ils ont investi sur la plateforme de Solana, sont des projets qui sont illiquides. Quand on dit qu'une crypto-monnaie est illiquide, ça veut dire quoi? C'est un peu comme ce qu'on avait accusé le Limocoin à un moment donné, où il y a beaucoup de tokens, mais les gens ne peuvent pas vendre sur le marché parce qu'il n'y aurait pas assez d'argent pour satisfaire la crypto-monnaie, pour satisfaire les ventes des personnes qui veulent sortir. C'est donc ce qu'on appelle une crypto-monnaie illiquide. À un moment donné, si vous voulez vendre une crypto-monnaie, s'il y a de grosses ventes, ça ne sera pas possible parce que le prix va drastiquement chuter vu qu'il n'y a pas assez de liquidité. Donc, c'est une grosse partie du portefeuille Alameda Research était donc au niveau de ces crypto-monnaies-là. Qu'est-ce qui va donc se passer quand Alameda Research, à un moment donné, se retrouve en position où FTT commence à racheter les entreprises qui sont en faillite? On a parlé de Voyager, on a parlé de Celsius, mais souvenez-vous très bien que pour racheter une entreprise qui est en faillite, il faudrait déjà avoir des fonds qu'on va injecter dans cette entreprise-là et pouvoir à un moment donné faire en sorte que cette entreprise-là reparte pour pouvoir bénéficier des fonds. Mais depuis cet instant-là, quand Celsius s'est effondré et qui a entraîné avec lui Arrow Capital, aussi Voyager, le marché n'est pas reparti à la hausse. Ça veut dire que dès cet instant, tout ce qui a été racheté par FTX ne peut pas générer de profit. Et comme ça ne peut pas générer de profit et que c'est un argent qui avait été utilisé dans la liquidité et que le marché est en train de baisser, si à un moment donné, on ne parvient pas à maintenir, à maintenir la quantité qui a été bloquée, à maintenir le prix, il y aura un moment donné où ça pourra être liquidé. Et si c'est liquidé, ça va donc faire en sorte qu'on est en train de vendre les crypto-monnaies de ces entreprises-là très, très moins cher. Et une des choses donc qu'on explique toujours sur la chaîne Elvis Conjo, c'est quand on a mis la liquidité sur une plateforme et qu'on se rend compte que le marché est en train de baisser, on a deux possibilités. La première possibilité, c'est de retirer sa crypto-monnaie et faire ce qu'on appelle du découpler. Donc, tu découples tes crypto-monnaies pour éviter de subir l'impermanent loss. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de permettre de rajouter la liquidité pour essayer de dire, OK, même si le marché va à un certain niveau, la quantité de liquidité que j'ai va me permettre de maintenir ma dette. Donc, pour faire cela, pour que Alameda Research fasse cela, qu'est-ce qui va se passer? Alameda Research doit devoir vendre ses crypto-monnaies pour pouvoir commencer à rembourser sa dette, auquel cas ces crypto-monnaies seront liquidées. Et la liquidation d'une crypto-monnaie, en fait, si on liquide votre collatéral, en réalité, on est en train de vendre au prix que vous n'aurez pas souhaité vendre. Donc, la meilleure chose pour rembourser sa dette, c'est de venir soi-même ajouter de la liquidité pour payer sa dette, pour éviter d'être liquidé. Être liquidé, c'est la pire des choses qui puissent arriver pour une dette qu'on a mis comme collatérale. Donc, vous voyez très bien que Binance, à un moment donné, comme il est sorti de la boîte et qu'il a beaucoup de FTT, il se rend compte que, mais en fait, si Alameda Research veut rembourser sa dette et la stratégie qu'Alameda Research doit avoir, c'est de vendre certaines de ces crypto-monnaies pour essayer de payer sa dette. Et si Alameda Research fait ça, qu'est-ce qui va se passer sur le marché? Ce qu'on a donné à CZ va donc s'effondrer parce que le prix de la crypto-monnaie va drastiquement baisser. Ils vont donc comme ça apprendre de la leçon que Luna Classic vient de donner. Parce que quand Luna Classic a commencé à s'effondrer, certaines personnes ont pensé que oui, ça allait se relever. Mais on a eu des liquidations en cascade qui ont fait que les grands investisseurs comme Binance, qui avaient investi dans les entreprises, dans la crypto-monnaie Luna au début, se sont retrouvés perdants parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent avec la grosse quantité de crypto-monnaies qu'ils avaient. C'est la raison pour laquelle CZ n'était pas d'accord qu'on fasse un hard fork. Il était plutôt d'accord qu'on essaye de trouver des stratégies pour faire en sorte que le Luna classique, que le Luna
se relève, qu'on développe des stratégies plutôt internes à la crypto-monnaie. Mais bon, on ne sait pas qui sont ceux qui ont voté pour que cette proposition passe, parce que ça reste toujours encore d'actualité, parce qu'il se dirait que Denon aurait utilisé d'autres portefeuilles qui avaient beaucoup de crypto-monnaies pour faire le vote et faire en sorte que ça passe. Bon, bref, ce sont des choses sur lesquelles on va revenir par la suite. Mais bon, donc, Sisi a beaucoup appris de cette histoire. Et voyant donc que ça pourrait être le cas si Alameda Research va donc dans ces boucles de liquidation de ces crypto-monnaies pour essayer de payer sa dette, ça va drastiquement chuter le prix et la grosse quantité de FTT qu'on avait donné à Binance perdrait beaucoup en valeur. Binance va donc dire, OK, nous, il y a déjà plusieurs choses qu'on n'aime pas dans l'écosystème crypto. Premièrement, on va accuser Sam Bankman-Fried de faire un lobby pour essayer de sortir la concurrence du côté des États-Unis en disant, bon, de toutes les façons, Binance n'est même pas régulé du côté des États-Unis ou bien ils n'ont pas le droit. Est-ce qu'ils ont le droit? Et du coup, on va sortir une notification comme quoi il y a certaines entreprises qui pourraient sortir du marché. Bref, il y a un lobby qui va se mettre sur pied dans l'optique de tuer un peu la concurrence du côté des États-Unis et faire prospérer les entreprises américaines qui sont fully régulées tête. Donc, FTX font partie des entreprises qui sont fully régulées tête crypto du côté des États-Unis. Un peu comme Gemini, par exemple, qui est le premier exchange qui est fully régulé tête du côté des États-Unis. Donc, voyons déjà que les choses se passent donc sur le dos de Sam Bankman-Fried, de Binance. Et en plus, il y a eu à un moment donné Sam Bankman-Fried qui va collaborer avec le gouvernement, financer les campagnes électorales dans l'optique de peut-être à un moment donné mettre des personnes qui pourraient faire passer les propositions que Sam Bankman-Fried avait pour les crypto-monnaies. Et souvenez-vous très bien, il y a eu un gros tollé dans l'écosystème crypto, comme quoi Sam Bankman-Fried serait d'accord qu'on régule même les plateformes décentralisées et qu'on aurait besoin de know your customer pour pouvoir effectuer les transactions sur les DEX. Voilà une des choses qui a très mal été accueillie dans la communauté crypto-monnaie de façon globale, en disant, mais en fait, ça c'est tuer la crypto-monnaie. Ça c'est tuer tout ce qui est sacré dans les crypto-monnaies, c'est-à-dire cet anonymat, le fait de faire en sorte que oui, on n'a pas besoin de connaître qui est derrière un portefeuille pour faire les transactions. C'est le plus de la crypto-monnaie aujourd'hui et c'est ce que justement Sam Bankman-Fried dans ses propositions de collaboration avec l'État pour mettre sur pied en fait un certain statut des crypto-monnaies. Il y a eu ces propositions qui arrivaient et du coup, plein de personnes sont venues dire non, on n'est pas d'accord. Comment est-ce que quelqu'un qui est dans la crypto-monnaie, qui comprend bien évidemment les fondamentaux, qui comprend ce que Satoshi Nakamoto avait comme vision, peut proposer ça comme loi de régulation des crypto-monnaies? Donc là, il y a eu plusieurs personnes qui n'ont plus fait confiance en Sam Bankman-Fried. Donc, ça, c'était un chapitre encore pour revenir sur le fait qu'il y a tout ça qui est déjà mis en place et Binance s'est dit donc, OK, nous, on ne peut pas supporter encore une deuxième faillite avec une grosse quantité de crypto-monnaies de notre portefeuille. Ce qu'on va faire, c'est se préparer en avance. Et on veut être assez transparent dans ce qu'on fait. On ne veut pas peut-être faire des choses en arrière-plan et après on s'est dit, OK, Binance avec ci et ça et ça. Sisi va donc prendre 5 minutes, écrire un tweet et faire un thread de tweet sur Twitter et dit, OK, nous, on est en train de voir les choses qui sont en train de se passer. Il y a des gens qui sont derrière notre dos. Donc, quand on divorce déjà avec une personne, on n'a plus le droit en fait, on ne se doit plus de supporter un certain nombre de choses. Donc, du coup, nous, on ne va pas aller en fait, on ne va plus faire chemin avec ces personnes-là. Donc, nous, on va commencer à faire les post-exit. Les post-exit, ça veut dire quoi? Tu prépares ta sortie en avance parce que tu es en train de voir ce qui est en train d'arriver et du coup, tu prépares ta sortie. Donc, c'est ce que post-exit veut dire. Donc, maintenant, on voulait par là dire que nous, s'il faut qu'on vende nos FTT avant que le FTT ne s'effondre, nous, on va le faire. Et dès que Sisi avait fait cela, il y a donc Sam Bankman-Fried qui vient et il réplique en disant, apparemment, il y a des personnes qui ne sont pas, en fait, qui sont en train de diffuser des mauvaises informations, qui sont en train de diffuser des fausses allégations. Donc là, ça donne encore un peu confiance. Là, on est encore en train de voir Sam Bankman-Fried qui est tout confiant et qui est en train d'essayer de discrédibiliser ce que Sisi est en train de dire.
Donc, Sisi dit, OK, donc c'est moi le con, en fait. OK, qu'est-ce qui va se passer? Voilà que Binance va commencer à vendre ses FTT. Et dès que Binance commence à vendre, qu'est-ce qui va se passer du côté de l'écosystème de façon globale? Ça va créer ce qu'on appelle le FUD. Fear, Uncertainty, Doubt. Donc, le FUD commence à se répandre. Les personnes qui ont le FTT commencent à shorter le FTT. Plusieurs personnes commencent à vendre le FTT en disant, OK, si le géant commence à vendre, ça veut dire que ça va secouer. Donc, nous, on doit profiter en shortant le marché pour que nous puissions faire quand même des bénéfices quand le marché va baisser. Allez, les séries de shorts commencent à arriver et on voit le FTT commencer à perdre beaucoup de valeur. Et pendant ce temps, FTX va commencer donc à suspendre les retraits de sa plateforme et commencer quand même à faire, malgré que la suspension est faite, en continuant à envoyer de la crypto-monnaie dans Alameda Research pour essayer de maintenir un peu ses pertes, pour essayer de maintenir sa dette et faire en sorte qu'il ne soit pas liquidé. Mais malgré cela, il y a quand même une bonne quantité de crypto-monnaies qui seront liquidées du portefeuille de Alameda Research. Et voyant ça, ça fait que la fortune de Sam Bankman-Fried commence à dégringoler, vu que les actions de ces entreprises, vu que les différentes choses qu'il a accueillies sont en train de perdre également de la valeur, que ce soit vous avez remarqué pendant cette période-ci, la crypto-monnaie de Voyager, la crypto-monnaie de Celsius et bien d'autres crypto-monnaies qui font partie du portefeuille de Alameda Research ont perdu drastiquement en valeur. Et on voit directement comment la fortune de Sam Bankman-Fried va dégringoler en quittant de 24 milliards de dollars à environ 900 millions de dollars. De 24 milliards de dollars à 900 millions de dollars. C'est assez dramatique, c'est assez tragique ce qui est en train de se passer parce que là, on est en train de faire couler l'une des plus grandes entreprises à côté de Binance dans l'écosystème des crypto-monnaies. Et l'origine, la cause justement, c'est un token qui en réalité n'a pas de mécanisme de création qui est strict. On peut donc créer le FTT pour essayer de faire quoi que ce soit avec sans devoir avoir ça comme collatéral. Donc, si on essaie de regarder la fortune, 14 milliards, c'était juste quelques temps avant le crash. Ça, c'était encore le prix. Mais regardez un peu le dernier post du New York Times où on faisait état de la fortune de Sam Bankman-Fried. On était autour de 24 milliards, de 25 milliards, bien évidemment. Donc, les quantités de crypto-monnaies sont restées les mêmes, juste que les prix ont drastiquement chuté. Mais là, en cette période-ci, c'est encore drastiquement chuté. Mais bon, que ce soit 14 milliards, que ce soit 24 milliards, ce qui est sûr, sa fortune a drastiquement chuté parce que l'écosystème a donc liquidé les FTT. Voyant que FTX est en train d'entrer en faillite, FTX va donc commencer à demander de l'aide, appeler au secours. Et Sisi vient donc en jeu en disant, OK, on va faire ils vont signer un LOI. Vous avez sûrement lu ça, mais vous n'avez pas compris ce que c'est. LOI, ça veut dire Letter of Intention, une lettre d'intention, qui est en réalité pas un document officiel, c'est juste une lettre d'intention que Binance va faire, donnant comme ça son intention de racheter FTX. Racheter FTX dans quel but? Dans le but de sauver tous les utilisateurs un peu en ajoutant de la liquidité, en faisant en sorte que, oui, ils peuvent toujours continuer de générer l'activité, de faire en sorte que l'activité fonctionne, mais en limitant un certain nombre de choses qu'il fallait limiter bien avant. C'est-à-dire de ne plus, de réduire les dettes, de réduire les collatéraux, de réduire les choses qu'on a mis dans la DeFi avec des FTT, alors qu'en réalité, les FTT, c'est une crypto-monnaie qui n'est pas une crypto-monnaie qui est créée dans un processus propre. Donc, quand Binance émet cette lettre d'intention, on a un peu comme une lueur d'espoir pour les utilisateurs de FTX. On est en train de parler des millions d'utilisateurs de ces plateformes-là qui verraient du jour au lendemain leur crypto-monnaie bloquée, comme on a vu le cas de Voyager, comme le cas de Celsius, où les retraits ont été bloqués parce que si tout le monde ne peut pas retirer, c'est un peu comme dans une banque. Dans une banque, ce qu'il y a, ce sont les chiffres. Si tout le monde vient retirer, la banque s'effondre. Donc, si tout le monde vient retirer, dans FTX, dans l'optique de retirer, ce sera impossible
Ce sera impossible parce que les liquidités ont été mis dans différentes plateformes et ça a perdu beaucoup. Et du coup, il n'est pas possible même de revendre parce qu'il n'y a pas de liquidité de certaines crypto-monnaies. Donc, quand on a vu donc cette lettre d'intention de CZ, ça vous donnait un peu comme un coup comme une lueur d'espoir dans l'écosystème. Mais après, à un moment donné, on a encore une deuxième note qui arrive, une deuxième tweet qui arrive avec une série où Binance dit, en fait, après avoir analysé plusieurs facteurs, plusieurs choses, parce que si Binance vient acheter FTX aujourd'hui, on doit avoir en fait, il faut passer par un processus bien évidemment très long. La SEC, la Security Exchange, et ainsi de suite, toutes les commissions du marché et tout ça. Il faut vérifier tout un tas de choses, toute une paperasse. Et Binance dit, ouf, en fait, c'est juste les mots de tête. Nous, on ne veut pas rentrer dans ce processus-là maintenant. Donc, on ne va plus acheter FTX. FTX se retrouve dans une situation où ils ont besoin d'argent et personne ne leur donne de l'argent. Ils vont donc auprès des financiers essayer de lever des fonds à nouveau pour faire en sorte que le business continue de fonctionner, mais n'y a un seul copec, personne ne donne rien. Et voilà comment FTX pourrait entrer en faillite. Et s'il rentre en faillite, les personnes qui sont dans la plateforme ne pourraient pas retirer les crypto-monnaies jusqu'à nouvel ordre. Et voilà la petite histoire. Voilà pourquoi le marché est en train de secouer. Voilà pourquoi il y a du rouge dans le marché. Et on peut bien se poser la question de savoir, mais si un géant comme FTX tombe, est-ce que Binance ne pourrait pas tomber? Est-ce qu'on est trop grand pour ne pas tomber? Non, on n'est pas assez grand pour ne pas tomber. Cette histoire nous apprend qu'on n'est pas assez grand pour ne pas tomber. Tout le monde peut tomber. Un éléphant se renverse. Un éléphant peut tomber. Donc, tout peut arriver du jour au lendemain. Mais quand on dit parfois dans l'écosystème des crypto-monnaies, know your key, know your crypto, ce ne sont pas des mots anodins. Si vous ne tradez pas une crypto-monnaie, si vous avez votre crypto-monnaie dans un exchange et que vous ne tradez pas, ça ne sert à rien de garder ça dans un exchange. On a de la crypto-monnaie dans un exchange uniquement et uniquement si on veut faire quelque chose dans cet exchange avec la crypto-monnaie. Soit on est en train de trader, soit on est en train de bénéficier des yield farming, soit on est en train de faire quelque chose avec, oui. Mais si on est en train de garder la crypto-monnaie dans un exchange, c'est de loin l'endroit idéal pour garder ces crypto-monnaies. On ne garde pas ces crypto-monnaies dans un exchange. C'est la raison pour laquelle même CZ est en train de pousser la finance décentralisée. Pourquoi? Les exchanges décentralisés, pourquoi? Parce que les exchanges centralisés, ça demande beaucoup de régulation, ça demande beaucoup de choses et ça fait que parfois, ils sont obligés de suspendre les activités dans d'autres pays, dans certains pays, et ce n'est pas toujours intéressant. Mais ça devient trop difficile parce que, bien évidemment, Binance, quand ils entraient dans le marché, il n'y avait pas encore les régulations. Mais au fur et à mesure que les régulations arrivent, ça devient plus compliqué de continuer d'exercer. Voilà les raisons pour lesquelles Binance est en train d'investir et ils ont investi massivement dans les projets de finances décentralisées, que ce soit les PancakeSwap, que ce soit les Open Ocean ou bien d'autres crypto-monnaies, d'autres exchanges décentralisés. C'est ça le but. Le but, c'est de pousser un peu les gens vers la décentralisation. OK. Ce qui est incroyable, c'est que personne ne l'a vu venir. Personne n'aurait pu imaginer que FTX aurait explosé. Bien évidemment, personne n'aurait pu imaginer ça. C'est un peu comme aujourd'hui, on te dit, OK, imagine que Google va tomber. Jusqu'à ce que Google ne tombe, personne ne peut croire. Personne ne peut croire. Donc, si quelqu'un disait un peu à un moment donné que oui, FTX, ça va tomber, ben, qui aurait cru, on se serait moqué de cette personne. Mais à un moment donné, quand FTX a commencé à narguer d'autres exchanges en disant, OK, alors si on essaye de voir un peu, souvenez-vous bien de cette phrase de Sam Bankman-Fried qui disait, à l'heure actuelle de l'écosystème des crypto-monnaies, quand le marché est en train de baisser, il y a plein d'exchanges qui seraient insolvables, insolvents. Ça, c'est ce que Sam Bankman-Fried disait. Mais qui aurait imaginé que même FTX serait insolvable? Quelqu'un qui venait narguer les exchanges en disant, OK, vous les exchanges de merde, là, vous les petits exchanges là, à un moment donné, si on essaye même de bien de voir, vous êtes insolvable. Mais sans Bankman-Fried, FTX, avec tous les investissements qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont racheté, est-ce qu'ils auraient dû racheter tout ce qu'ils ont racheté? Ça, c'est la grosse question parce que
on a crié de joie quand, oui, il y avait enfin une main qui était tendue, quand Voyager tombait, quand Celsius tombait, quand Tree Arrow Capital tombait, il y avait quand même une main qui est arrivée là et qui les a quand même attrapés. Mais est-ce que c'était forcément une bonne chose? Est-ce que Sam Bankman-Fried n'est pas en train de tomber avec toutes ces entreprises-là qu'ils ont essayé d'attraper? C'est comme si on les a attrapés pour tomber tous ensemble, en fait. Donc, ça vous remet un peu en question de est-ce qu'on doit prendre tout comme acquis? Est-ce que ce qu'on a aujourd'hui, c'est quelque chose comme acquis? Est-ce qu'on doit penser que oui, ce qu'on a aujourd'hui sera là dans 10 ans? Ça peut ne pas être là dans 10 ans. Et Luna est encore en train de nous rappeler ceci, c'est encore frais dans nos mémoires. Les gens qui ont vu le Luna à 100 combien de dollars, quand ils vont regarder le prix du Luna aujourd'hui, ça va faire un pincement de cœur quand même. Mais est-ce que FTX pourrait se relever? Attendons voir. Peut-être qu'il y a des VC qui vont encore ajouter les fonds là-bas et faire en sorte que la crypto-monnaie et que la plateforme continue de redémarrer. Mais bon, en cette période, quelle stratégie vous pourrez adopter? La première chose que vous pouvez adopter, c'est déjà de revaloriser, en fait, vous devez regarder votre portefeuille une fois de plus, de faire un fast-check dans votre portefeuille et de voir quelle est la qualité des crypto-monnaies que vous avez dans votre portefeuille. C'est très important. C'est très important de regarder la qualité des crypto-monnaies que vous avez dans votre portefeuille. En cette période-ci, il y a plein de shitcoins qui sont en train de mourir. Et on l'avait dit il y a de cela plusieurs temps. Quand le marché va bouger, quand ça va secouer, plein de shitcoins vont tomber. Et certains de ces shitcoins, quand ils vont tomber, ce n'est plus pour se relever. Il y a plein de crypto-monnaies dans l'écosystème de Solana qui a été acquis majoritairement par un seed fund, par Alameda Research, et qui peut-être ne vaudront rien à l'avenir. Et oui, qui peut-être ne vaudront rien à l'avenir. Donc, réévaluer son portefeuille, se reposer encore la question de pourquoi est-ce qu'on avait acheté telle crypto-monnaie? Qu'est-ce qui nous a fait acheter telle crypto-monnaie? Maintenant, est-ce qu'il y a des crypto-monnaies sur lesquelles on est encore en profit? S'il y a des crypto-monnaies, parce que malgré tout, il y a quand même certaines crypto-monnaies, en fait, ça dépend de quand est-ce que vous êtes entré dans certaines crypto-monnaies. Est-ce que vous avez encore des crypto-monnaies en profit? Est-ce que vous pouvez prendre des bénéfices sur certaines de vos crypto-monnaies pour essayer maintenant d'aller dans le marché et récupérer certaines crypto-monnaies qui sont en solde? On a la solde dans le marché. Il y avait parfois de bons projets qui peuvent encore se relever. Est-ce que FTX peut se relever? La réponse réside dans ce qui va se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Est-ce que FTX va pouvoir lever des fonds pour se relancer? S'il ne parvient pas à lever des fonds, c'est impossible que la crypto-monnaie se relève. Vu que les quelques personnes qui ont encore la FTX vont se dire en fait, bon, c'est mort. Et on aura une série de liquidations en cascade. On aura une série de ventes massives, en fait. Et c'est pour ça qu'on dit parfois, quand un couteau est en train de tomber, c'est pas toujours intéressant d'essayer de l'arrêter parce qu'il peut vous trancher. Et je me souviens encore, plusieurs personnes sont venues, quand Luna était à 4 dollars en train de tomber, plusieurs personnes sont venues me dire, Elvis, est-ce que c'est le moment de racheter le Luna? Ce que j'ai dit très souvent, ce n'est pas le meilleur moment. Il faudrait encore se calmer, il faudrait attendre, analyser encore la situation avant de faire du FOMO. Parce que plusieurs personnes vont se dire, oui, c'est déjà tout bas, on a déjà presque 40% de réduction, presque 60% de réduction, donc c'est le moment d'acheter. Parfois, ce n'est pas toujours le moment d'acheter. Il ne faudrait pas FOMO, il ne faudrait pas courir et se dire, OK, c'est déjà trop, ça a trop baissé, et maintenant, comme ça remonte un peu, ça va forcément repartir. Non, pas du tout. Le marché ne fonctionne pas comme ça. Il y a parfois ce qu'on appelle les fake pumps. Ça descend, après ça remonte un peu et pour rechuter encore plus bas. Tant qu'on n'a pas vu le W se former, on ne FOMO pas. On ne rachète pas. Bien évidemment. Je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas en train de vous donner les conseils en investissement. Je vous dis simplement ce qui se passe réellement dans les cycles du marché parce que le cycle de Wyckoff, vous savez très bien comment ça fonctionne. Il y a des cycles dans le marché et peu importe ce qui va se passer, il y aura toujours ces différents éléments-là dans le marché. Il y aura des W, il y aura des M, il y aura des corrections, il y aura des résistances. Ça, c'est évident dans tout marché. OK?
Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose encore, si vous avez couplé des crypto-monnaies avec, si vous avez fourni de la liquidité avec des crypto-monnaies qui sont trop volatiles, comme je l'explique toujours, c'est peut-être intéressant de les découpler et de laisser une crypto-monnaie aller dans les abîmes toute seule sans drainer l'autre crypto-monnaie. Parce que l'impermanent loss va faire en sorte que vous serez en train de perdre avec vos deux crypto-monnaies. Avec vos deux crypto-monnaies. Donc, on a des crypto-monnaies qui sont en train de bien se porter malgré que le marché est en train de dandiner. Vous voyez par exemple Polygon. Polygon qui annonce la création de sa propre blockchain et depuis un certain bout de temps, Polygon est en train de bien se porter d'une certaine façon. On a des crypto-monnaies comme Elrond qui, malgré qu'ils ont rebrandé pour devenir un Metaverse X, vous voyez comment il y a des projets qui sont en train de repartir dans une direction du Metaverse. Est-ce que le Metaverse, qu'est-ce que ces projets sont en train de voir dans le métaverse, dans le futur du métaverse? Qu'est-ce qu'ils sont en train de voir à l'avenir? Pourquoi est-ce que certains de ces projets se rebrandent dans le métaverse, comme Meta? Ils sont en train de partir dans le métaverse. On a Elrond qui est en train de partir dans le métaverse. Quel est le potentiel du métaverse? On va revenir là-dessus dans une autre vidéo. OK. D'accord. Donc, je tenais à faire cette petite vidéo flash-ci pour vous expliquer un peu l'histoire qui est en train de se passer derrière le Sandbox Free, derrière FTX. Et on va revenir avec plus ample information quand ça va encore bouger, parce que ça va encore bouger. Tant que cette affaire n'est pas close, il y aura encore des mouvements dans le marché. Ça va encore bouger. Bien que je n'ai pas une boule de cristal, mais quand un géant comme celui-ci, comme FTX, est en train de passer par une zone pareille, tant que la situation n'est pas clairement définie, tant que le futur n'est pas clairement connu, ben c'est clair que ça pourra encore, bien évidemment, bouger. Que ce soit à la hausse, que ce soit à la baisse, ça va bouger tant qu'on n'a pas une situation claire et fixe de FTX. Donc, est-ce que Binance a finalement fait le coup de maître? Est-ce qu'en dompant le FTX, c'était une bonne chose de sortir son concurrent? Mais Sandbox Magnifique est en train de... Binance, ils sont en train de faire quelque chose qui est quand même intéressant, c'est-à-dire le proof of liquidity. La preuve de liquidité, ça veut dire à quel niveau vous êtes liquide. Ce que vous dites avoir, est-ce que vous les avez vraiment? Est-ce que ce ne sont pas des surcollatéraux que vous avez mis comme ça, par-ci, par-là? Est-ce que c'est parce que vous êtes en train de générer des trucs dans la finance décentralisée avec les yields, ainsi de suite, que vous êtes en train de penser que vous êtes en fait liquide? Et c'est la raison pour laquelle Binance a dévoilé son portefeuille. Ils ont dévoilé la quantité de crypto-monnaies qu'ils ont dans leur portefeuille. Et vous allez voir, il n'y a même pas assez de BNB, il n'y a pas beaucoup de BNB. Leur portefeuille est concentré sur bien d'autres crypto-monnaies, alors que pour FTX, c'était en majeure partie le FTX, le FTT. Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette vidéo. Qu'est-ce que vous apprenez de cette histoire? Moi, ce que je retiens, c'est que premièrement, vous ne devez pas garder vos crypto-monnaies dans un exchange. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait être prêt à voir toute crypto-monnaie tomber, que ce soit le BNB, que ce soit, bref, la plus grande crypto-monnaie peut tomber aussi. Ce n'est pas parce qu'on est grand qu'on ne peut pas tomber. Non. On a vu Luna sortir du top 10. On a vu comme ça FTX sortir du top 10. On a vu. Il y a d'autres crypto-monnaies avant. Il y avait bien d'autres crypto-monnaies dans le top 10 avant, mais qui ne se retrouvaient plus là. Donc, faites très attention. Rien n'est acquis. Soyez toujours à l'affût. Soyez vigilants. Si vous avez les possibilités, si vous avez les capacités et la maîtrise du trading, c'était un bon moment donné pour shorter le marché. Et certaines personnes qui ont shorté le marché se sont fait quand même beaucoup d'argent. Bien que d'autres ont quand même perdu aussi beaucoup d'argent. Mais bon, quand même, les traders expérimentés se sont fait beaucoup d'argent pendant cette période-ci. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette vidéo. La formation du côté de Douala s'est confirmée et ça sera du côté de Design Hotel à Bali. Donc, on va communiquer là-dessus. Venez nombreux. Permettez à d'autres personnes de comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie parce qu'il y a plusieurs personnes qui jugent les crypto-monnaies sans connaître ce que c'est. C'est quand même mieux de parler de ce qu'on connaît que de coller une étiquette à ce qu'on ne connaît pas. Venez apprendre. Venez pousser les gens qui sont du côté de Douala de venir apprendre. C'est gratuit. L'entrée est libre et gratuite. Donc, venez apprendre et découvrir ce qu'il y a dans cet écosystème de crypto-monnaie. Donc, restez dans ce coaching. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Portez-vous bien et à d'autres vidéos. Ciao.